Aujourd'hui, premier vlog Pingouin. On voulait commencer avec Maxime Desjardins de Atelier parce que Maxime, c'est lui qui a créé la marque Pingouin. C'est lui qui est le père de l'idée derrière l'émotion en mouvement. Et dans le fond, c'est vraiment un premier test de vlog avec toi. Puis on va parler un peu de plusieurs choses, de où tu es rendu, qu'est-ce que tu fais. Mais essentiellement, tu es un stratège de marque. Tu réfléchis les marques, le positionnement, les valeurs, tout ça. Mais parle-nous un peu de où tu es rendu. Merci de m'accueillir ici dans vos studios. C'est toujours le fun de venir vous voir. Atelier a été fondé en 2010 avec le désir de créer des marques, de bien camper le positionnement des marques, mais de s'assurer que ce positionnement-là réponde aux enjeux dans lesquels on vit, tant au niveau social et environnemental. Donc, de créer des grandes idées qui allaient qui allaient contribuer à amener un monde meilleur. Tu sais, dans la mouvance des Tesla, des Théo-taxis, où on pense à une idée qui innove, il faut prendre en compte l'aspect social et environnemental. Donc, en 2010, quand j'ai lancé Atelier, j'avais vraiment le désir d'utiliser les communications de marketing, mais d'en faire vraiment une plateforme pour mettre de l'avant les grandes idées qui allaient changer le monde. Puis avec tout ça, aujourd'hui, c'est quoi ton chemin depuis 2010? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tu es rendu où aujourd'hui, là? Écoute, ça fait 8 ans que l'agence existe. Avant, j'étais chez O'Neill, une compagnie de vêtements, où j'étais le directeur du marketing. Puis j'ai vraiment compris, ça a été une extraordinaire école pour moi. J'ai compris un peu le rôle de la culture dans une marque. T'sais, une marque, c'est plus que ses produits. C'est pas un T-shirt, c'est pas un événement, c'est un système de croyances, c'est des valeurs, c'est une façon d'aborder chaque objectif. Puis chez O'Neill, ça a été une école incroyable pour vraiment passer d'une idée et puis de la traduire pour que ça rejoigne des communautés. Fait que, avec beaucoup d'ambition, je me suis dit chaque entreprise devait aborder les affaires comme ça. Et puis, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est jamais une ligne droite. Tu as la visée, tu as évidemment un plan d'action. Mais au début, on a commencé en étant une agence de communication classique où on était spécialisé en positionnement de marque. Fait que ça nous amenait à travailler dans plein de secteurs d'activité, plein d'industries. C'était super intéressant, très formateur. Mais on avait vraiment le goût d'utiliser cette force sur le positionnement de la marque parce que la mission, la vision, les valeurs, ça touche tous les employés, ça touche tous les partenaires, tous les fournisseurs. Ça va aussi orienter comment une entreprise développe ses opérations, ses produits, ses services. Fait que pour moi, Atelier devait intervenir. Pour avoir un réel impact sur le monde de demain, on devait aider les entreprises à créer des positionnements qui étaient plus durables, plus innovants, plus inclusifs, plus positifs. Et fait que c'était une belle idée, mais en 2010, là, les thèmes sur l'environnement, le développement social, c'était vraiment mis dans la case des granos. Puis, c'était pas encore trendy, si on veut, de parler de ça ou de construire son entreprise avec cette vision-là qui est sociale, économique, l'empreinte environnementale, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui très discuté. Oui. Fait que tu trouves qu'il y a eu une certaine mouvance? Totalement. Tu sais, au début, c'était des thèmes, il y avait moins d'exemples concrets qui avaient vraiment transformé leur industrie, comme les Airbnb qui ont revu complètement comment on allait faire expérimenter, si on veut, différents lieux sur la planète. Même chose avec Uber, Tesla au niveau de la mobilité. Bref, ces exemples-là, en 2010, commençaient tout juste où ils n'existaient pas. On travaillait fort pour convaincre les gens. Maintenant, aujourd'hui… un peu avant-gardiste, si on veut. Oui. Dans 2010, quand si tu avais un peu le même discours, puis ça fait plusieurs années là, qu'on travaille ensemble, Ouais. C'est quelque chose que tu penses beaucoup vers l'avenir. Je pense que oui, un entrepreneur par défaut voit comme une opportunité, voit un besoin qui n'est peut-être pas comblé. Puis on se bute à tellement de barrières, tellement de défis. Donc, il faut avoir quand même en anglais, on dit Big Area Audacious Goal, BHAG, qui est comme Elon Musk, lui, il veut mourir sur Mars. C'est ça qui drive un peu tout ce qu'il fait. On verra s'il va y arriver. On ne sait pas s'il va y arriver, mais si tu vises haut, des fois, tu te rends comme à mi-chemin ou en tout cas, tu réussis à… Fait que je suis un optimiste et puis dès le départ, je voyais que par rapport à ce que je faisais au quotidien, je pouvais peut-être contribuer en justement aidant les entreprises à être plus durables. Mais on parle beaucoup de développement durable, développement social, c'est des gros mots, mais en bout de ligne,
d'être engagé près de sa communauté, de réfléchir à l'impact de nos gestes. Tu sais, ça a un impact économique positif, d'être plus durable. En théorie, tu devrais être plus profitable en bout de ligne. Donc, c'est des termes, puis il y a des stratégies, mais en bout de ligne, c'est du gros bon sens, puis Puis faut amener beaucoup de des ces entreprises-là, comme tu as nommé Airbnb, des entreprises comme ça, en fait, font bouger des masses, rassemblent les gens, utilisent des nouvelles technologies, tout ça. Fait que on parle beaucoup d'empreinte au niveau social dans ces cas-là. Puis tu nous parles aussi beaucoup de positionnement. Depuis le temps qu'on travaille ensemble, la grande idée, pour toi, c'est super important. C'est quelque chose qui est à la base de tous tes contrats ou toutes tes réalisations. Parle-nous un peu du positionnement. C'est quoi l'importance de tout ça? Puis la grande idée, c'est quoi en fait? Bien, le positionnement d'une entreprise ou d'une marque, c'est de bien définir quel est le rôle, le pourquoi derrière chaque action. Parce qu'on est dans un contexte où tout change plus rapidement que jamais, puis même l'accélération à laquelle les choses changent va plus vite que jamais. Fait que c'est super étourdissant pour n'importe qui est en entreprise, pour les petites, mais aussi pour les grandes, de s'adapter. Et puis, les entreprises qui créent de l'engagement vers leur communauté, où ils sont capables de mobiliser les parties prenantes, les gens qui sont autour de leur entreprise pour essayer de faire la différence, mais ils vont le faire sur les bases de leurs valeurs, sur la dimension émotionnelle, sur la culture de leur entreprise. Les gens s'identifient à un projet par sa culture et non pas par son produit ou service. Et donc, dans un monde où tout change tout le temps, si tu avais à changer tes produits régulièrement, mais tes valeurs vont faire que ta communauté va te suivre dans ces changements-là. Ça devient un peu la façon d'orienter le navire dans les grandes tempêtes. Sans culture, bien souvent, les bateaux coulent. Fait qu'avant de construire l'entreprise, si je comprends bien, c'est vraiment la réflexion. Là, nous autres, on l'a fait aussi avec toi, mais c'est vraiment de réfléchir à pourquoi tu le fais. Puis, si on comprend bien, c'est ce qui va dicter un peu qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va orienter une entreprise? Est-ce que quelqu'un peut partir avec juste des valeurs? Comment ça se passe un peu là, dans la structure de tout ça? Très bonne question. On parle de valeurs, puis c'est vrai que c'est un élément essentiel, mais positionner son entreprise, c'est beaucoup plus que juste des valeurs. Puis quand on réfléchit l'entreprise, je pense que c'est un prérequis aujourd'hui. Avec la mondialisation des marchés, notre compétition n'est plus régionale, mais bien globale. Les gens sont de plus en plus informés. L'accès au contenu est démocratique. Là. En 10 heures sur Internet, on peut devenir un expert ou en tout cas bien comprendre une industrie rapidement. Avec toutes les formations, tout ce qui est accessible, tout le contenu, tout le monde peut devenir n'importe quoi, en fait. Là. Totalement. Fait que le beau côté, c'est que tout est accessible. Le défaut, c'est que beaucoup de gens s'improvisent. Ça, c'est une autre conversation. Mais, on regardera ça pour une autre fois. Mais le positionnement, oui, c'est des valeurs, mais c'est aussi c'est quoi notre proposition de valeur, c'est quoi notre offre de service qui est en lien avec ces valeurs-là. Puis souvent, avant, on pensait l'industrie en silo. On disait, ben moi, je suis, exemple pour Pingouin, je fais de la photo, puis je vais me centraliser dans cette offre de photo-là. Mais quand on prend position au niveau du rôle, puis là, je vais venir à la grande idée après, bien, ça nous permet de dire, on part une boutique d'imagerie, on part des produits dérivés, on crée des événements qui transforment la vie des gens à travers la photographie. Bref, le rôle qu'on s'est donné nous permet de voyager dans d'autres secteurs d'activité qui sont peut-être moins naturels au départ, si on regarde juste l'industrie de la photographie, mais cohérent avec le positionnement. Peut-être plus orienté vers une marque, en fait, plus qu'une entreprise qui dessert certains services seulement. C'est vraiment de partir plus large, en fait, pour se donner toute cette latitude-là? Totalement. Donc, la force, le positionnement, c'est une idéologie, c'est une perspective que l'entreprise a sur son industrie ou sur le monde. Et donc, bien sûr, si une entreprise ferait juste toucher à plein de secteurs d'activité sans nécessairement avoir de focus ou d'orientation qui chapeaute, une marque qui chapeaute tout ça, on aurait l'impression que c'est une entreprise qui est opportuniste, qui est peut-être dilué aussi, qui manque un peu de focus. Tandis que le rôle de l'entreprise te permet de vraiment centraliser tes actions autour d'un système de croyance ou d'une raison d'être qui est plus grande que celle de tes produits et services, par exemple. Donc, ça te permet de rester crédible.
et d'être pertinent dans chacun de tes choix. Dans tous les messages de dans l'entreprise. tous tes messages, exactement. Autant dans les communications que dans le développement des produits, j'imagine. Totalement. Dans le développement des produits, dans comment on génère des relations avec nos clients, comment on partage les profits de l'organisation, comment on influence le développement de notre propre industrie. Fait que ça va vraiment... c'est beaucoup plus large. Ça va très, très large. Hein. Puis aujourd'hui, les clients, que ce soit un client qui est business to business, comme dans notre secteur, ou business to consumer, B2C, les gens sont beaucoup plus conscients des relations. Il y a comme une saturation d'informations qui fait qu'ils sont plus sélectifs dans le type de relations qu'ils vont vouloir entretenir. Et c'est cette richesse-là qui fait que ça dure puis ça traverse le test du temps. Puis la grande idée, c'est plus qu'un slogan. Tu sais, quand on pense à « Just do it », c'était le positionnement, puis là, on a la grande idée. Exactement. Je fais on repart. Non, mais c'est juste comme amener ça. Parce que pour nous, pour moi, en tout cas, la grande idée, c'est comme le sommet de la pyramide. C'est un peu le rappel de cette promesse-là qu'on se fait. C'est plus qu'un slogan. Tu sais, quand on voit le « Just do it » de Nike ou le « Think different » d'Apple, c'est des exemples qu'on connaît tous très bien, mais qui ont démontré la force de cette grande idée-là. C'est qu'on peut développer son entreprise de plein de façons, mais c'est comme une façon de se rappeler que notre prise de position, notre intention est beaucoup plus large que celle que de notre travail au quotidien. Et la grande idée d'atelier, justement, c'est... d'inspirer la cohérence, d'inspire relevancy. Donc, Inspire Relevancy, pour moi, c'est d'utiliser la force du design, des communications et du marketing pour inspirer de grandes transformations. Quand on dit l'inspiration, pour moi, c'est le vecteur le plus efficace pour créer des grands changements d'habitude. J'ai rarement dit ça comme ouvertement, fait que c'est une première. Pour moi, l'inspiration, on peut définir, mettons, un défi ou on dit on veut changer une habitude de vie ou on veut changer une entreprise ou une industrie dans son ensemble. On peut passer par toutes les étapes. Il y a certainement de la formation, on accompagne, on transforme. C'est un chemin qui est nécessaire. Je ne mets pas ça du tout de côté, d'accompagner les gens. Inspire Relevancy, quand on parle d'inspiration, c'est une façon de s'orienter vers une piste d'avenir. Puis quand on pense à Tesla, pour un exemple, que tout le monde veut une Model 3 aujourd'hui, mais la réalité, c'est qu'on ne pense plus que c'est une voiture électrique qui a un impact. Évidemment, il y en a qui vont dire que la production des batteries a un plus grand impact environnemental que la consommation d'essence. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'idée, c'est que le produit Tesla, il est innovant, mais en même temps, il répond à des grands enjeux environnementaux. Puis, ça ne devient plus un débat, c'est vraiment une façon. En fait, ce n'est pas une alternative à la voiture, c'est juste une solution qui est plus innovante, plus inspirante. Fait que ça accélère le changement d'habitude si on peut faire ça dans tous les secteurs d'activité. Puis la grande idée, nécessairement, est en accord avec les valeurs de l'entreprise, est en accord, en fait, c'est comme tu dis, c'est le top de la pyramide, donc c'est ce qui dicte un peu toutes les activités de l'entreprise. Ouais. Les valeurs viennent jouer quel rôle là-dedans? Donc, on a la grande idée, on a le positionnement, puis ensuite, on a les valeurs de l'entreprise. Ouais. Comment tout ça interagit ensemble? Les valeurs, là, tu sais, les valeurs, c'est beaucoup plus que des mots qu'on met sur le mur. Les valeurs, c'est incarné. Donc, souvent, arrive dans les mandats où on rencontre le client, on fait des grands entrevues, on fait des questionnaires, des entrevues, on fait des ateliers pour comprendre un peu quelle est la culture de l'entreprise qu'on accompagne. Puis vraiment, ce qu'on veut ressortir, c'est les actions qui sont inhérentes à l'entreprise, mais les valeurs, leur rôle, c'est d'être la colle, là, de vraiment fusionner tous ceux qui gravitent autour de l'entreprise pour créer cette synergie, ce travail d'équipe, cette mobilisation pour vraiment pouvoir traduire les ambitions en action. Parce que les grandes idées sans action, ça demeure une belle intention. Puis je pense que à chaque jour, cette culture-là va être appelée à se renouveler, à se redéfinir, à évoluer en fonction des acteurs qui sont impliqués dans l'entreprise. Mais sans des valeurs communes, c'est très difficile d'avoir une équipe qui travaille d'une manière concertée
dans l'atteinte d'un but qui est propre à tout le monde. Ça facilite aussi les choix, certains choix en fait en entrepreneuriat, de dire je vais aller avec un partenaire X plutôt qu'un Y parce qu'il a des valeurs plus proches des miennes en fait. Comme tu parlais de la colle, c'est que ça va vraiment s'insérer dans toutes les relations qu'on a en tant qu'entrepreneur. Puis au niveau du marketing aujourd'hui, qu'est-ce que tout ça a comme impact dans le marketing d'aujourd'hui? Écoute, c'est super intéressant. C'est une question large. Je ne pense pas que j'ai toutes les réponses comme vers où le marketing s'en va. Certainement, moi, je pense que de créer de l'engagement, surtout avec ce qu'on vit, les gens sont sursollicités à tout moment de la journée. Donc, encore là, comme je disais tantôt, de générer des relations authentiques à valeur ajoutée. Donc, d'utiliser la communication non pas pour dire « voici ma promotion », mais de générer de la valeur, d'offrir avant de demander. C'est une bonne façon de générer de l'engagement. Puis ça se fait par les communications. Des fois, le marketing a mauvaise presse parce qu'on touche beaucoup l'aspect retour financier. Mais ce qui est intéressant, on a l'impression, des fois, en tant que consommateur, d'essayer de se faire avoir ou de s'embourber dans une chaîne en fait, on va juste dépenser de l'argent puis que c'est une façon que les entreprises nous attrapent. Mais il y a une autre façon de penser ça. Totalement. C'est sûr qu'il y aura toujours de ça. Puis il y a peut-être même une nécessité pour ce genre de mécanisme-là. Mais ce que je trouve, c'est que l'infrastructure est tellement établie aujourd'hui. On a une proximité incroyable avec notre auditoire, que ce soit nos clientèles ou même nos fournisseurs, pour partager cette vision-là de notre entreprise. Puis ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu toute cette infrastructure de marketing ou de communication qui n'avait pas été établie au préalable. Après, c'est un outil, c'est un moyen. Comment on l'utilise, c'est là que la différence, peut-être, c'est là que ça se distingue davantage. Oui. Puis l'idéal, en fait, pas l'idéal, mais l'idée derrière le positionnement, comme on parlait depuis le début, c'est de construire quelque chose de cohérent, inspirer la cohérence comme Atelier fait. Construire quelque chose de cohérent qui va être traduit par le marketing, en fait, concrètement. Oui. Quel genre d'action? On parle beaucoup de marketing de contenu maintenant, on parle beaucoup de marketing d'influence, les influenceurs sur Instagram, tout ça. Comment concrètement on peut véhiculer les bonnes valeurs des entreprises, en fait? Bien, c'est dû à cette proximité-là, le marketing de contenu est maintenant un véhicule essentiel, du sens où on a la proximité, on peut raconter une histoire, échanger, prendre le pouls, connecter avec son auditoire. Et c'est important de justement avoir bien positionné son entreprise pour choisir les personnes qui vont nous aider à partager le message. Il y a ce phénomène de marketing d'influence. Moi, chez O'Neill, on appelait ça sports marketing ou les ambassadeurs. Bref, il y a plusieurs chapeaux. Puis je pense que dans ce segment qui crée une force, il y a aussi beaucoup de pollution. Mais ça donne l'opportunité aux entreprises de raconter, de connecter, puis aussi d'avoir du feedback presque en temps réel de leur clientèle. Et une histoire, des valeurs sur un mur sans les actions, ça demeure une idée. Donc, je pense que la force d'un bon positionnement, c'est de matérialiser plus dans l'exécution la force de notre positionnement. Puis ça passe par des contenus, ça passe par des communications qui sont claires. Et avec les moyens qu'on a aujourd'hui, il y a vraiment moyen de créer cette proximité. Puis justement, d'aller rejoindre un peu comme on parlait tantôt, les Airbnb de ce monde, rejoindre des masses qui sont en fait qui bougent avec l'entreprise pour pouvoir justement suivre ces valeurs-là. Toutes les personnes à qui tu parles, en fait, à qui tes valeurs parlent, vont suivre ce mouvement-là. Puis, si je peux juste ajouter, les valeurs d'une entreprise, souvent, c'est pas un objectif à court terme. Faut leur donner une vie, faut que ça se matérialise et on ne peut pas acheter une crédibilité. Donc, faut que les bottines suivent les babines. Il y en a qui ont essayé d'acheter de la crédibilité. C'est ça, ça reste éphémère. Ça marche pas, puis les gens sont de plus en plus aguerris, ils voient ça tout de suite. Donc, tu sais, c'est comme un marathon, c'est pas un sprint. Il faut être constant dans nos communications. Il faut vraiment partager notre perspective le plus souvent possible avec les moyens ou les canaux qui correspondent vraiment à notre raison d'être.
Puis une fois ça c'est fait, bien, d'être constant dans notre façon d'exprimer ça fait en sorte que notre masse critique de personnes qui suivent la même idéologie va continuellement grossir. Puis après, éventuellement, il y a un point de bascule où on a justement, comme pour un Airbnb, quand il y a des grandes transformations dans le modèle, les gens suivent, mais ça prend un certain temps à construire cette légitimité-là. Parce que c'est presque, ben c'est pas presque, mais c'est, si on peut dire, anti-marketing, dans le sens où tu parles pas nécessairement de ton produit, tu n'essaies pas de vendre à tout prix ton produit, tu parles plus de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, puis ensuite les gens vont suivre, puis là le marketing va embarquer, il va faire effet, mais ça peut être beaucoup plus long avant d'arriver à l'effet marketing direct. C'est vrai. Les clients sont de plus en plus exigeants. Tu sais, je prends un exemple local comme G-Stuff qui a parti Office Vibe. Et en parlant à Simon Deben, il m'expliquait que pendant 1 an, ils ont créé une banque de contenu extraordinaire pour aider à générer des climats de travail où les gens sont heureux d'aller travailler. Puis avant même d'avoir déployé la solution, ils ont offert le contenu pendant 1 an. Donc, ça a été un investissement majeur pour eux. Puis je pense que c'est une bonne pratique de devenir un peu une référence dans son industrie. Donc, d'offrir beaucoup. Puis là, on parle de contenu, mais ça peut être de diverses façons. D'offrir à sa clientèle avant de demander, c'est toujours une bonne façon de démontrer qu'on tient à la relation d'affaires puis qu'on veut faire grandir, qu'on veut grandir mutuellement. Puis à travers Atelier, vous avez développé un outil qui s'appelle Capsule. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Écoute, oui, une solide aventure. Donc au début, on était spécialisé surtout en positionnement de marque, mais on se rendait, il y a comme une limite. Puis ça touche ce qu'on a dit, c'est comment on prend la grande idée, le positionnement, puis on le traduit dans les modèles d'affaires. Puis encore mieux, dans les nouveaux modèles d'affaires. Fait qu'il y a 4 ans, j'ai rencontré Dr. Joyce ou Alexandre Joyce, qui lui est un spécialiste en innovation par les nouveaux modèles d'affaires. Il avait créé, dans le cadre de son doctorat, une recherche incroyable sur comment cartographier les nouveaux modèles d'affaires. Ensemble, on a pris un peu l'expertise en positionnement de marque, puis on a créé des outils d'atelier, parce qu'Atelier, de par notre nom, on voulait être assez démocratique. On voulait que notre démarche puisse vivre d'elle-même, que les gens puissent le faire eux-mêmes, puis cheminer, puis traduire une grande idée en nouveau modèle d'affaires qui est viable financièrement, mais qui est aussi bien connecté sur son purpose ou son why à travers son impact social, puis qui réduit son empreinte environnementale, puis d'être en mesure de faire le lien entre ces 3 piliers-là qui étaient quand même flous pour la plupart des gens. Fait qu'avec Alexandre, on a créé un outil super intuitif, beau, un peu ludique, où on permet aux clients de définir leur raison d'être puis designer leur modèle d'affaires du futur. Puis tu parlais d'apprendre aux gens à travailler d'eux-mêmes, un peu comme le dicton ne donne pas un poisson à un mendiant, apprends-lui à pêcher peut-être. Oui. Tu veux rendre les gens autonomes. En fait, tu veux véhiculer un message qui est de léguer quelque chose pour que la société soit meilleure avec cet outil-là. L'idée, c'est que c'est aussi d'éveiller les réflexions. Puis, tu sais, beaucoup de gens sont inspirés par les nouvelles entreprises qui adoptent des nouveaux modèles d'affaires, mais ne savent juste pas comment s'y prendre. Fait que oui, c'est assez flou, le nouveau modèle d'affaires. C'est large. Concrètement, es-tu capable de nous en dire un peu plus sur ce que Capsule peut offrir à une entreprise? Totalement. On parle beaucoup des 3 modules, si je ne me trompe pas, social, économique et environnemental. Ouais. Mais ces 3 piliers-là ou ces 3 modules-là, pour un entrepreneur qui est en affaires depuis des années puis qu'on lui propose de changer tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour lui en tant que tel? C'est une question vraiment intéressante. L'entreprise d'aujourd'hui vit ses défis. Fait que juste de bien comprendre c'est quoi un modèle d'affaires, à qui on s'adresse, c'est quoi une proposition de valeur, c'est quoi le moyen intangible de communiquer cette proposition de valeur, qui sont nos segments de clientèle, qui sont les partenaires qui nous aident à promouvoir notre entreprise et comment on capture des retombées. Tout ça, c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Fait qu'on s'est appuyé sur un outil qui est maintenant très répandu qui s'appelle le Business Model Canvas. Ouais. On a même travaillé avec Yves Pigneur, un des fondateurs, pour l'outil Capsule. Qui est en fait une espèce de table avec tous les intervenants dans l'entreprise. C'est cette table-là avec plusieurs cases. C'est comme tu as 9 cases, tout le monde peut le googler, là, BMC ou Business Model Canvas. C'est 9 cases, puis dans ces 9 cases-là, tu vas être capable de dire ça comporte tous les éléments que tu dois considérer dans
dans la mise en œuvre de ton entreprise. Mais l'opportunité que cet outil-là, c'était de réfléchir le modèle d'affaires, non pas juste sur une base économique, parce qu'on sait que ça ne fonctionne plus. Puis les grands exemples d'aujourd'hui nous le démontrent. Il faut penser à c'est quoi notre impact social, le Start with Why de Simon Sinek, le pourquoi derrière. Fait que ça, c'est nous, on a créé le canevas social. Fait que c'est 9 cases qui te permettent d'identifier les communautés qui ont à cœur ta raison sociale, ta culture, à qui tu t'adresses, c'est quoi tes impacts positifs, mais aussi quels sont les impacts négatifs de ton entreprise, parce que c'est intéressant d'être un peu autocritique puis de penser à, oui, on essaie de bien faire les choses, mais on n'est clairement pas parfait, fait que de juste mettre ça en lumière. Puis c'est la même chose, il y a 9 cases pour le côté environnemental. Une fois qu'on a fait ça, on s'inspire des nouveaux patrons de modèles d'affaires. Fait que ça serait quoi si on adoptait un modèle de freemium dans notre entreprise? Ou ça serait quoi si on adoptait des principes d'économie circulaire dans notre entreprise? Fait que c'est des nouveaux thèmes qui sont utilisés. Et, donc, vous abordez ces possibilités-là à travers l'atelier. Exactement. Donc, c'est ça, on a parlé un peu du BMC, Business Model Canvas, les 9 cases sur les 3 piliers environnemental, social et économique. Ouais. Mais qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise comme exemple la nôtre, de dire, OK, je m'en vais faire l'atelier capsule, je sors avec quoi exactement? L'entreprise qui suit l'atelier capsule sort avec une meilleure compréhension de c'est quoi sa raison d'être, sort aussi avec comment on prend cette raison d'être-là, on la traduit dans les nouveaux modèles d'affaires, mais ce qui est le plus important, c'est de dire, parce que souvent, tu sais, de penser le développement durable d'une entreprise, on pense beaucoup à un investissement financier, on dit est-ce que ça va réellement rapporter? Puis en cartographiant les 3 dimensions, on est capable de dire, bien, si on réduit telle dimension environnementale, on augmente notre profitabilité financière. Ou si on est plus engagé sur le plan social avec tel organisme, on augmente notre portée. Donc, on fait des parallèles, puis ça nous donne des nouvelles opportunités de développement qu'on n'avait pas. Puis évidemment, on finit l'atelier avec un plan d'action qui nous dit, bon, dans la prochaine année, tu sais, pour nous, il y a vraiment une perspective très long terme. Donc, c'est quoi notre BHAG, notre grande vision, notre grande idée pour les 30 prochaines années? Puis qu'est-ce qu'on fait dans les 6 mois, 1 an, tu sais? Ouais. Fait que l'atelier te donne cette espèce de plan d'action-là qui est ancré dans les nouveaux modèles d'affaires, qui prend pour acquis que l'entreprise de demain doit avoir une réflexion sur le développement durable puis penser à son impact social si elle veut subsister. Puis en fait, d'être cohérent sur toutes les facettes de son entreprise, si on veut. Totalement. Quand on parle comme même notre grande idée, inspirer la cohérence, j'ai parlé d'inspiration, mais la notion de cohérence, elle est fondamentale parce qu'une entreprise qui veut créer un impact doit s'assurer que tous les éléments travaillent dans le même sens, que ce soit les communications, que ce soit les opérations, que ce soit le leadership, la culture, que vraiment l'ensemble des composants de l'entreprise suivent un même courant. Donc, cette cohérence-là, elle est fondamentale pour créer de l'impact, mais c'est aussi cohérence avec ce qui se passe. On ne peut pas consommer pour consommer, il faut changer. Il y a comme un grand courant pour réduire le plastique maintenant. La Ville de Montréal a coupé les bouteilles d'eau dans leurs établissements. Le plastique des océans aussi. Les océans sont débordent de plastique. Des séries comme, il y a le Ocean Cleanup, justement, là, qui est en cours en Californie. Tu as Guillaume Baudouin, un Québécois qui a traversé l'océan sur le pouce pour réaliser en fait des capsules, sensibiliser à tout ça. Fait que je pense que c'est un mouvement le plastique, qui va inspirer aussi les gens à changer leur modèle d'affaires peut-être. Totalement. Puis des trucs plus émergents comme les épiceries zéro déchet, les jus Loop, qui sont en mission de réduire le gaspillage alimentaire. Ouais. C'est des histoires entrepreneuriales qui ont les bars NAC qui font des bars énergétiques avec… Excellent jeu de mots. Allez voir la capsule si vous ne l'avez pas vu, mais tout ça pour dire qu'eux qui font des bars énergétiques à partir de farine de grillon, mais ils ont vraiment… Donc, tous ces gestes-là qui inspirent un changement et sont cohérents avec les enjeux dans lesquels on baigne, vont générer un momentum, une accélération, vont permettre aux entreprises de se démarquer, puis les gens ils sont assoiffés, ils en veulent plus, là. Puis dans la cohérence, justement, ça m'amène à certains dossiers qu'on a travaillés ensemble. Oui. Je pense notamment à le Centre Notre-Dame de Fatima, oui. Quel projet. Qui est un bijou de camp, de base de plein air, d'entreprise en fait. Oui. Les personnes, ce sont tous des bijoux. Peux-tu nous parler un peu plus, un case study là, de comment ça s'est déroulé là, avec vous?
Donc oui, le projet Notre-Dame de Fatima, un projet coup de cœur pour moi parce que c'est un camp qui n'est pas comme les autres, un camp qui a une vocation sociale bien imprégnée depuis 1948, qui accompagne les personnes à besoins particuliers, qui ont un certain handicap. Puis il donne un forfait répit aux familles qui sont souvent débordées, qui n'ont pas nécessairement, ne peuvent pas confier leur enfant à quiconque. Donc ce camp-là aide les familles totalement gratuitement pendant tout l'été pour donner un répit aux familles, mais aussi pour sensibiliser toute la communauté de campeurs qui visitent le camp. Fait que c'est un lieu qui était majestueux, qui a un héritage d'engagement incomparable, mais qui, année après année, avait de la misère à faire valoir avec justesse toutes les actions qu'il prenait. Puis l'industrie des camps aussi est en révolution. Il y avait certains enjeux. Donc, on a fait un atelier complet où il y avait des chefs, il y avait les gens de la direction, il y avait des moniteurs. Bref, on a vraiment rassemblé tout le monde autour d'un atelier pour peut-être redéfinir c'était quoi la raison d'être de Fatima. Puis à l'état naturel est ressorti de l'atelier comme étant une grande idée qui allait toucher à la fois quand on va en camp de vacances, on veut être à l'état le plus pur, on veut être authentique, on veut décrocher de notre quotidien, on veut permettre aux gens, mais surtout aux enfants d'être libres et être eux-mêmes. Mais à l'état naturel. Ça laisse place aussi à l'imagination, à l'état naturel, c'est autant les personnes que l'authenticité en fait. Là, Totalement, de tout ça. Exactement. Puis ça amenait aussi le côté, le miroir de ça, c'était qu'une personne qui a un besoin particulier, c'est réellement une personne pure. C'est une personne qui est à l'état naturel, mais tout le temps. Fait que, comme quoi, la grande idée peut faire le pont entre les différentes intentions de la mission de l'entreprise. Puis ici, c'était bien réussi. Donc, on a fait la refonte. Tout l'atelier a donné place à refaire toute leur plateforme graphique pour vraiment mettre au premier plan leur mission. Ça a changé leur modèle d'affaires. Ils ont créé un événement qui a été un franc succès, mais surtout, ce qui a aidé, c'est qu'on a réussi à documenter puis mettre en valeur toutes leurs actions à travers une capsule vidéo, des photos, mettre en valeur le site parce qu'il était méconnu de l'industrie. Et, la vidéo de marque qu'on a su créer, en fait, nous, on a traduit en images, puis en photo et en vidéo, les valeurs que vous aviez données à tout ça, puis toute la refonte de l'image. C'est quelque chose qui leur sert en fait à toutes les sauces, partout dans leur communication, qui est cohérent justement dans tout le travail. C'est non seulement cohérent, mais ça a tellement été fait avec justesse. Là, cette vidéo-là était nécessaire pour dire voici qui on est, voici ce qu'on fait, puis voici comment on se présente. C'est maintenant la vidéo dans les grands événements qui est présentée. Ça génère tellement d'émotions justement parce que c'est une vidéo qui est authentique. On avait décidé de choisir le directeur pour raconter l'histoire. Même si ce n'était pas un professionnel, il a fait une job incroyable, mais les gens reconnaissent donc tous ces micro-gestes. La voix du camp, la voix, c'est ça. Qui est même imprégnée dans la vidéo. Exact. Mais les gens m'en parlent encore aujourd'hui. Ça fait déjà 3 ans, 3-4 ans qu'on a fait ça. Ça date déjà, mon Dieu. Ça date déjà. Ça fait non, peut-être 3 ans, mais on parle encore de l'impact, la démarche, mais aussi de l'impact du vidéo sur les campeurs. Puis ils ont une bonne aire d'aller depuis. Ça a complètement changé leur vie. C'était vraiment une super belle expérience. En plus, on a dormi là-bas, on a passé le coucher de soleil, le feu de camp là-bas avec les personnes là-bas. Puis c'est sûr que les valeurs qui sont transmises autant aux moniteurs de camp que tous les campeurs, on le ressent en fait. Totalement. Puis cet engagement-là que vous avez eu là, a vraiment fait la différence parce qu'on ne peut pas capturer l'émotion d'un moment si on n'est pas complètement investi dans le projet. Fait on était là avant le lever du soleil, on est parti après. C'était des longues journées de tournage, mais vous étiez toujours présent, super dynamique. Bien ancré dans le projet, puis ça a fait toute la différence. On le ressent dans la capsule. Puis, Pingouin, en fait, on a travaillé, ça fait déjà presque 4 ans qu'on a travaillé là-dessus ensemble. Oui. Comment t'as abordé, en fait, parle-nous un peu de l'expérience de travailler avec Pingouin. Bien, j'ai adoré ça, mais essentiellement, pour moi, j'aime ça aborder chaque projet avec une certaine naïveté ou j'ai tout le temps un point de vue sur l'industrie, mais c'est bon de rentrer un peu dans l'univers des personnes avec qui je travaille. Puis je pense que comme on est issu de milieux similaires, ça n'a pas été trop long où on a vraiment connecté sur
la culture, le désir de faire un impact. Il y avait Chase Jarvis qui était une référence, mais je pense que ce qui est le fun du projet Pingouin, c'est qu'on a pris cette référence-là comme étant une des fondations, mais vous avez donné votre propre voix, votre propre perspective sur l'industrie. Chase Jarvis, qui est plutôt une personnalité, en fait. Oui. Pingouin, c'est plutôt une équipe. Totalement. Le nom, en fait, c'est pour ça qu'on l'a adopté aussi. C'est la grande idée, c'est l'émotion en mouvement, mais c'est de se rassembler, en fait, pour passer à travers toutes les étapes les plus arides de l'Arctique, en fait, où les pingouins habitent, sont loyaux, tout ça. Fait que vraiment, nous, on a trouvé que tout collait à notre peau, tu sais. Totalement. Je pense que moi, je dis souvent, en plus, qu'on s'est fait une entreprise sur notre peau, donc on ne changera jamais le logo, ou peut-être tout ça va évoluer, mais on ne fera jamais un virage 180 degrés parce que le travail à la base a été bien fait, puis a été fait, les valeurs, tout ça, tout est cohérent. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est quelque chose qui ne changera pas demain matin parce que c'est collé sur nous. Oui, c'est bien ancré. C'est vrai que la symbolique du pingouin était comme pile poil parce que c'est un animal qui est accueillant, jovial comme dans le jeu, mais qui a une robustesse, puis qui travaille en équipe, qui travaille en collectivité, puis qui est capable de mettre l'épaule à la roue, puis qui a une certaine prestance aussi dans son environnement. Totalement. On pourrait en parler pendant des heures. C'est sûr. Mais bref, on a vraiment aimé travailler avec Atelier là-dessus. Sinon, un peu justement dans le cheminement des marques, tout ça, comment y a-tu des étapes que tu prends toujours pour penser à une marque, à un positionnement, tout ça? Comment tu travailles en fait? Puis où tu vas chercher ton inspiration? La première étape, c'est vraiment de m'immerser dans la réalité de chacun des clients. Soit sous forme d'entrevue ou de questionnaire. Puis quand on fait des questionnaires, c'est tout le temps là où on arrache le plaster, où on gratte le bobo un peu parce que... Ça peut faire mal. Ça fait tout le temps un peu mal parce qu'on brasse les choses, mais tout le temps avec un désir que de faire grandir les idées. Un gars comme toi qui a un background, là, O'Neill, ski, snow, skate, tout ça, puis tu joues au soccer aussi? Oui, le soccer, ça a toujours été ma racine. Beaucoup de snow, un peu de skate. J'adore le skate, mais je suis zéro. Mais le snowboard, c'était ma deuxième passion, pas trop loin derrière le soccer. Mais ça fait mal, le snowboard, le ski. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo. Hein. Ah ouais? Je me suis blessé, puis j'ai commencé à suivre mes amis dans le snowpark en freestyle parce que je pouvais plus faire de jump ou de rail, puis j'ai pas la carrure non plus pour voler dans les airs. Mais les photographes qui suivent les skieurs et qui réussissent à les cadrer, c'est quand même un signe que... Oui, non, c'est cool. Puis tough, ça amène une façon de travailler un peu différente aussi que le conventionnel, soit personne qui travaille juste dans le domaine de l'image, qui a commencé plus aux études ou qui s'est appris lui-même. Fait que je trouve que l'aspect sport extrême amène certaines incertitudes, une façon de gérer ces incertitudes-là différentes. Mais avec tous ces backgrounds-là, tu viens à réfléchir beaucoup sur les entreprises, à proposer des choses, en fait, dans la réflexion, tu vas chercher ça où, ton inspiration? Écoute, c'est sûr que pour moi, l'aspect dépassement puis performance, mais pas performance à n'importe quel prix, là, mais performance que tu as dans le sport, là, le soccer, ça m'a clairement amené ça, où tu sais, comme dans les bons coups comme dans les moins bons, il faut se resserrer puis se retrouver. Je suis comme aussi un peu spirituel. Fait que, tu sais, des gens comme Alan Watts qui amènent un côté plus philosophique à la vie, ça m'intéresse toujours beaucoup. Gary Vaynerchuk. Yoga. Je fais beaucoup de méditation, mais le yoga, je suis pas assez flex. Mais sinon, Gary Vaynerchuk, Tim Ferriss, les grands classiques, là, je trouve tout le temps des doses de... Je veux pas dire motivation, je pense que je crois pas en la motivation. Je pense que tout geste qui est motivé finit par tomber. Je crois quand quelqu'un est sur son X puis définit vraiment ce qu'il veut faire, l'inspiration va le tirer. Là, il n'y aura pas besoin de se forcer à se lever le matin. Là, c'est comme un changement de perspective. Fait que c'est pas de se motiver, mais c'est plus de... Trouve ce que tu as le goût de faire c'est pas à tous les d'être jours. motivé,
Mais Ouais. c'est de se motiver par l'intérieur, en fait. C'est ça, on est comme, définitivement, c'est que quand tu trouves vraiment ta voie, puis fait que c'est le classique, on est un peu dans les clichés, mais quand tu es sur ton X, tu réussis réellement à faire face à n'importe quel défi, barrière, obstacle, parce que ton intention, tu sais, l'intention, la finalité de ce que tu veux faire, elle est claire à tes yeux. Fait que c'est pas l'inconfort du moment qui va t'arrêter. Ça ne te démotive pas. Tandis que quand tu dois te motiver à aller travailler, à chaque fois qu'il y a une notion d'effort, pour moi, c'est comme signe qu'il y a comme quelque chose qui est peut-être désaligné. Bref, je ne suis pas parfait, là. J'ai mes moments où je veux tout mettre ça là. Tout entrepreneur, en fait, le cycle de l'entrepreneur vient avec des très, très, très bas creux qui nous amènent à nous remettre en question constamment. Ouais. Mais comme ils disent aussi, fais quelque chose que tu aimes puis tu vas jamais travailler de ta vie, en fait. Totalement. C'est cool de savoir que tu vas chercher ça vraiment profondément, cette volonté-là, puis que tu te fais pas motiver par l'extérieur, mais en fait, c'est toi qui te motive. J'essaie. Il y a comme un gars qui s'appelle Tom Bilyeu, je sais pas si tu connais-tu. Non, je connais Tom pas. Bilyeu. Tu t'en parles beaucoup. Impact Theory. Il y a plein de gens comme ça, mais... Ouais. Lui, je trouve qu'il amène Lui, il fait des entrevues de fond, puis il va vraiment, tu sais, il interviewe différentes personnalités qui ont des parcours peut-être hors convention, où ils ont démontré beaucoup de caractère, mais ils ont réussi à se dépasser. Puis je pense que c'est ce genre de cas-là, tu sais. Puis justement parce qu'il va en profondeur dans ses entrevues, tu sais, on en retire plus que l'aspect motivational speech, là, de « OK, you can do it », c'est cool, là, mais je pense qu'il y a comme de comprendre d'où viennent les gens, tu sais, ça te donne un regard empathique sur les autres, puis ça te permet aussi peut-être d'en garder un peu plus pour toi, là. Puis, as-tu des revues, des speeches en particulier que tu écoutes? J'ai comme une couple de médias comme Medium, qui est un média qui touche une variété de sujets. J'ai pas de destination matinale comme la Presse Plus. En fait, j'ai écarté tous les médias comme de masse, là, où il y avait énormément de sensationnalisme. Je trouve que n'importe quel bruit qui est négatif, tu sais, je pense qu'il faut s'informer. Là, je dis pas de complètement... Il faut oublier Trump, mais à part ça, tu sais... ça, c'est un autre débat, on peut en parler mais des heures. L'idée, je pense que je veux m'abreuver de choses qui me transportent vers l'avant, puis juste ça, évidemment, ça va faire qu'au quotidien, je génère des impacts positifs. Et donc, d'en apprendre sur les drames, tu sais, je donne zéro attention à ça, personnellement. Puis tu sais, mes inspirations vont varier parce que j'ai la chance de travailler avec des clients qui viennent de tellement de secteurs d'activité que, comme j'ai approfondi chaque secteur, tu sais, ça devient comme tout. Mon travail au quotidien devient vraiment une grande source d'inspiration. C'est un des privilèges que j'ai. Mais si je peux prendre un peu de recul sur notre discussion, je trouve ça vraiment cool parce que non seulement Atelier, qui est l'agence que tu as fondée, qui travaille à build better business, à construire des meilleures entreprises, vient de quelqu'un qui veut juste être une meilleure personne, en fait. Totalement. Tu travailles sur toutes les facettes de toi, puis on se connaît depuis plusieurs années. Puis juste en parlant un peu plus comme ça, je trouve que c'est fantastique de voir comment tu inspires ta propre cohérence, en fait. Ouais, je pense que c'est drôle, c'est la première fois qu'on me le dit comme ça, fait que je te remercie. mais quand on se lève au quotidien, puis on est heureux, on aime ce qu'on fait, on se dépasse, on offre le meilleur de soi, ça ne sera pas toujours parfait. C'est certain que cette énergie-là devient contagieuse. Puis là, bien, ça revient à ce que j'essaie de faire aussi avec les entreprises, c'est de vraiment créer un ancrage, un rôle pour l'organisation qui est à la fois complètement unique, mais qui va rassembler tout le monde, qui fait en sorte qu'on peut vraiment avoir une vision d'avenir pour l'entreprise qui est extraordinaire, mais on ramène ça à taille humaine. Parce qu'en bout de ligne, tu sais, c'est chaque individu qui va porter cette mission-là. C'est comme plein de facettes d'une même intention, ce qui fait en sorte que l'aspect humain est pour moi, en tout cas, super important. Parce qu'au final, en fait, même en B2B ou en B2C, chaque consommateur, en fait, chaque personne qui compose une entreprise est un consommateur, est une personne qui a des valeurs personnelles, qui a un cheminement, des opinions, tout ça. Je pense que de travailler dans ce sens-là, de construire des meilleures entreprises, bien, ça va nécessairement inspirer plus de gens à devenir des meilleures personnes. Totalement.
et l'entreprise va en bénéficier indirectement, directement en fait. Aussi. C'est direct, mais c'est flou. C'est flou aussi. On peut pas tout le temps mettre un côté financier, mais tu sais, sur l'efficacité, tu sais, je suis pas un académique pour dire, il y a des recherches là, qui ont dit, mais pour avoir vu maintes et maintes cas où une entreprise est partie, Fatima, c'est un bon exemple où on avait toutes les bonnes intentions, mais on ne travaillait pas ensemble, puis voir l'accélération en 2 ans ou 3 ans que cette fondation-là a eu auprès de ses communautés, c'est drastique. Puis ça, c'est un exemple, mais il y en a. Puis c'est en se recentrant sur eux-mêmes, en fait. Finalement. C'est en allant ressortir les valeurs, en allant les mettre de l'avant, puis travailler dans ce sens-là que les gens sont naturellement attachés à cet organisme-là, puis ils vont d'eux-mêmes, en fait. Oui, la force d'un positionnement, c'est de rassembler sur les intentions communes. Fait que quand tu clarifies tes valeurs, c'est que tu es aussi en train de dire, tu sais, c'est quoi notre objectif commun, c'est quoi l'empreinte qu'on veut laisser. Puis ça amène des discussions super animées, mais ça nous permet aussi de faire un peu de ménage, puis de peut-être faire ressortir les thèmes ou les sujets qui ont toujours été ensevelis, mais en même temps, définir ensemble où on veut aller. Puis là, après ça, tout le monde a comme une clarté dans l'objectif, puis c'est son rôle. Max, on a parlé de positionnement de marque, de valeur, d'identité, des ateliers capsules, comment on peut penser différemment les entreprises, les business models. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur? Quel conseil tu pourrais donner là, rapidement comme mot de la fin? De mon humble perspective, c'est déjà une façon de trouver la réponse, il faut d'abord se poser la question. Sans question, il n'y a pas de réponse. Tu l'aimes-tu? L'œuf ou la poule? fait que déjà que de se questionner sur c'est quoi notre culture, c'est quoi notre mission, c'est quoi la brique qu'on veut laisser sur le monde, sur le mur de l'entrepreneuriat, tu sais, quel impact on veut laisser. Puis tous ceux qui prennent part à ce genre de réflexion-là, c'est clairement épeurant, il y a un peu le vertige parce que c'est un livre ouvert où tout est possible, mais en même temps, c'est l'opportunité de dire l'histoire peut être écrite. Puis, en se posant ces questions-là, peut-être que le cheminement prend un certain temps, mais une fois qu'on a bien identifié notre raison d'être, l'espèce d'énergie et de force qui nous incarne pour vraiment révolutionner des industries, être à l'avant-garde, amener beaucoup d'énergie à nos équipes aussi, parce que en tant que leader de notre entreprise, pour un entrepreneur, tout le monde est un leader à sa façon, mais l'entrepreneur, lui, comme c'est le porteur du flambeau, il faut qu'il insuffle un peu cette énergie-là aux troupes pour qu'eux aussi aient le désir de prendre part en aventure. Fait que tout ça vient du fait de se poser les bonnes questions, mais aussi de vraiment prendre le temps de choisir et de définir notre rôle et notre prise de position sur c'est quoi le monde des affaires d'aujourd'hui. C'est ça. Super belle conversation. Moi, j'ai vraiment apprécié discuter avec toi, Max. C'est toujours intéressant d'entendre le point de vue d'un professionnel qui réfléchit tout ça et qui parle à des entrepreneurs à tous les jours. Si vous voulez plus de contenu intéressant sur les entreprises, on va poursuivre la série de vlogs. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis, on va se revoir le mois prochain.